Vous écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion. Je suis votre hôte, Benoît Saint-Laurent, depuis 6 épisodes déjà. Le temps passe pas mal vite. Je suis toujours au Portugal présentement. Il fait pas vraiment beau aujourd'hui. Chaque épisode, je commence par vous écœurer en vous disant qu'il fait beau, mais aujourd'hui, c'est pas mal gris. Si vous êtes fan de marketing, s'il vous plaît, ou si vous êtes fan de moi, je ne sais pas, me donner un petit 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast, ce serait super, super apprécié. C'est quelque chose qui aide beaucoup pour l'algorithme. Ou si vous êtes fan de marketing, aussi abonnez-vous à ma chaîne, que ce soit justement Spotify, Apple, whatever. On a un paquet d'épisodes qui s'en viennent encore. On n'a pas fini, puis à chaque fois, on va vous donner des bons sujets avec des bons invités. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de comment vendre une formation en ligne. Ça, c'est définitivement un sujet à l'heure en ce moment parce qu'avec le COVID, le confinement, il y en a beaucoup qui se sont tournés vers ça. Ils se sont dit, je vais essayer de faire ça comme source de revenus en ligne. Bon, évidemment, ça a marché pour plusieurs, ça n'a pas marché pantoute pour d'autres. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de comment faire la formation, mais surtout le marketing derrière ça. Ça, c'est sûr et certain. Puis, comment inviter en plus, c'est le fun parce que j'ai Alex Normand de Alex et MJ On The Go. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Alex et MJ On The Go, c'est une chaîne à la base, YouTube, c'est une page aussi sur Facebook et tout, mais c'est deux personnes qui, comme moi, avaient un emploi, un genre de, pas un 9 à 5 nécessairement, mais une certaine routine au Canada. Puis ils ont décidé de tout laisser tomber pour voyager à travers le monde, puis dans le fond, faire la vidéo à travers le monde, puis vivre de ça. Mais entre-temps aussi, ils ont développé, dans le fond, une formation en ligne sur comment faire de la vidéo. Puis non seulement leur contenu qu'ils font en voyageant, c'est vraiment, mais vraiment hot, puis c'est vraiment nice, mais leur formation aussi, c'est du solide. Ça fait longtemps, ça fait une petite couple d'années quand même qu'ils l'ont mise en ligne. Ils ont beaucoup d'expérience dans le domaine, puis ils ont vraiment, vraiment, vraiment bien fait leurs affaires. Moi, en fait, ces deux personnes-là, Alex puis MJ, c'est Marie-Josée. Je pense que c'est Marie-Josée, j'espère que c'est ça. J'ai eu la chance de les rencontrer en Thaïlande, vraiment un couple génial. Par hasard, je les ai rencontrés à Chiang Mai, plus ou moins par hasard, mais du bon monde. Mais avant de vous parler de ça, puis avant de vous me faire sauter sur l'entrevue, je vais vous donner mon petit grain de sel un peu sur qu'est-ce que la formation en ligne. Je vais vous donner un peu les bases. Puis après ça, Alex, avec l'entrevue, va définitivement nous donner un paquet d'informations supplémentaires. Pour vrai, si vous pensez monter une formation en ligne ou si vous le faites déjà, je vous suggère fortement d'écouter l'émission parce qu'Alex, comme je vous dis, ils ont vraiment réussi avec leur formation. C'est des chefs de file. Puis les conseils que je vais vous donner aussi sont bons. Donc, voilà. Allons-y. Fait que c'est ça. Avec le COVID, il y a beaucoup de personnes qui pensent à créer des formations en ligne. Mais là, après ça, ils se disent la façon que ça marche en premier lieu, là, c'est que ça vous prend une expertise. Ça, c'est quand même pas mal important. Ça vous prend un sujet de formation avec lequel vous êtes à l'aise d'enseigner. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que le sujet, c'est pas nécessairement obligé d'être dans l'industrie des technologies ou du web, parce que c'est souvent ça que le monde pense. Ils vont penser que les formations en ligne qu'on va trouver vont tout le temps être reliées par rapport à des trucs, des logiciels ou justement de la vidéo, photo aussi et ça. Mais pour vrai, là, faites le tour. Là, il y a vraiment des formations sur absolument tout, tout, tout. Peut-être pas tout, là, mais il y en a vraiment beaucoup. Je donne un exemple. Là, je fais un petit salut à mon ami Arthur. Écoutez, j'ai un ami Arthur ici à Lisbonne. Lui, il vend des formations sur comment bien maîtriser la raquette au tennis, dans le fond. C'est comment bien jouer au tennis. Lui, c'est ça qu'il vend, une formation en ligne de tennis. Puis il y en a beaucoup d'élèves. Là. Il y en a plus que 6000, même plus que ça encore. Il gagne bien sa vie en faisant ça. Puis c'est super populaire. Ça marche bien. C'est sur le tennis. Là. C'est vraiment c'est physique comme sport. Puis pourtant, avec la technologie et tout, c'est possible d'offrir du contenu puis des trucs puis un certain workflow qui va être pratique pour les gens. Même chose aussi pour le surfing. Moi, j'en suis pas de formation, mais je regarde beaucoup de vidéos en ligne sur justement sur comment mieux surfer, tu sais, les techniques et tout. Puis, il y en a énormément de personnes qui ont des programmes de coaching en ligne. Puis, ce que tu fais, c'est vraiment cool. Là, tu peux te prendre en vidéo en train de surfer si tu es capable. C'est un ami qui est partant pour te filmer, bien sûr. Puis après ça, tu peux l'envoyer au coach. Ça peut aider aussi. Puis il y a un paquet d'exercices à faire aussi. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, ça peut même être la coiffure ou les arts martiaux. Il y a ça aussi, j'en vois beaucoup. J'ai un ami, mon ami Dave, qui a vendu son cours d'arts martiaux, donc de Letway.
Donc, il n'y a pas d'excuse avec l'industrie. Là, c'est vraiment tout le monde peut le faire. Mais il faut bien le faire, par contre. Ça, c'est une affaire qui est importante. Là, une fois que vous avez trouvé, une fois que vous avez déterminé votre expertise, j'espère que ça n'a pas été trop long à déterminer, vous êtes chanceux. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils disponibles pour vous pour la création en ligne. Ça peut des fois s'occuper des paiements, ça peut s'occuper de tout de A à Z, vraiment des solutions intégrées, tout dépendant des plateformes que vous utilisez, mais il y en a énormément. Je ne suis pas un expert là-dedans, donc je ne vais pas vous donner les avantages et les désavantages de chacune, à part peut-être une que je connais un peu bien. Mais grosso modo, vous avez LearnyBox, vous avez Teachable, vous avez Udemy, Thinkific, Kajabi, etc. Il y en a plusieurs différentes. Il y en a, par exemple, qui vont vraiment vous s'occuper pour la formation. Après ça, pour amener du trafic sur le site web, puis toutes ces affaires-là, c'est you're on your own. Tu fais ce que tu as à faire. Nous autres, on s'occupe juste de hoster, on pourrait dire, ta formation pour avoir être capable de préparer tes modules puis tous ces trucs-là. Mais ça vous prend évidemment une de ces plateformes-là pour être capable de pouvoir les vendre. LearnyBox, par exemple, c'en est une qui est comme ça, qui vont juste vraiment s'occuper de la formation, je pense. Tandis que si vous utilisez quelque chose comme Udemy, par exemple, ça, c'est un petit peu différent parce que Udemy, c'est un petit peu comme Amazon dans le sens où il y a déjà beaucoup de personnes qui vont sur le site web. C'est un site web avec beaucoup de trafic. Donc, vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire un marketing pour votre formation pour que celle-ci vende parce qu'il va déjà avoir du monde qui vont visiter le site web. Ça ne garantit pas des ventes, par contre, parce que ça veut aussi dire que vous avez beaucoup de compétition. Donc, assurez-vous d'avoir un bon positionnement si vous utilisez Udemy. Mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Les autres, il y a déjà du monde qui vont sur le site web, il y a déjà du monde qui savent un peu ce qu'ils veulent. Donc, d'être sur la plateforme, ça vous donne une bonne visibilité. Le désavantage, par contre, avec ce genre de plateforme-là, c'est qu'ils prennent une bonne, on va dire comme en anglais, ils prennent une bonne cote, une bonne commission. Plus précisément, là, j'ai le site web juste ici, je vais vous sortir ça. Donc, dans le fond, la façon que ça fonctionne, admettons que vous avez un coupon, un referral, que ça s'appelle, puis là, vous faites de la publicité, puis vous dites, hey, je vous donne un rabais X sur ma formation, puis le monde utilise votre coupon. Là, vous recevez 97 des revenus, ce qui est quand même vraiment bon. Fait que ça, c'est vraiment c'est une bonne cote quand même parce que ça représente à peu près 3 à 4. Puis, tu sais, c'est les frais administratifs, puis la plateforme, hoster ça, puis tout, c'est à peu près ça que ça représente. Donc, il y a ça. Par contre, si la personne est allée sur la plateforme, sur Udemy, est allée dans le moteur de recherche, puis elle a trouvé la formation et l'a ensuite acheté, là, Udemy prend 50 des revenus, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ce qui est quand même je veux dire, en fait, c'est pas beaucoup pour vous, c'est quand même une bonne cote, c'est ça que je veux dire. Puis, c'est pas fini par contre. Si, des fois, parce que Udemy vont faire des pubs aussi sur Facebook ou sur les autres plateformes, si la personne provient des pubs provenant de webinaires, provenant de Udemy, parce qu'ils ont fait la promotion de votre formation, bien là, à ce moment-là, vous gardez seulement 25 Udemy prend 75 des frais parce que ça paye les advertising costs et tous ces trucs-là. Donc, tu sais, c'est un couteau à deux tranchants parce que c'est une grosse plateforme solide, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de crédibilité derrière ça, mais ça peut être aussi problématique si on parle de revenus. Dans le fond, si vous avez déjà une bonne communauté, je ne vous suggère pas d'utiliser Udemy parce que c'est un peu ça que ça vous permet d'avoir sans nécessairement avoir à le créer, la communauté, le trafic. Donc, ça, c'est un petit peu les plateformes. Mais là, le marketing derrière ça. Lorsque vous débutez, premièrement, vous devez penser à ça, ça vous prend un funnel, un entonnoir de vente. Ce n'est pas aussi simple que ça, dans le sens où il y a beaucoup de monde qui font cette erreur-là. Ils vont monter la formation, ils vont faire ci, ils vont vraiment mettre tout leur temps là-dessus. Et là, après ça, une fois que c'est le temps de la promouvoir, ils disent OK, ben, on va faire des pubs, on va promouvoir tout de suite, la formation est prête, elle est bonne, blablabla. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que si tu fais de la pub, la personne voit la formation, OK, wow, c'est cool. Puis là, après ça, mettons qu'elle a un prix comme, tu sais, les formations en ligne ne sont pas tout le temps 25 là. Ça peut être 600, 700 ou même plus que ça. Mais là, tu fais de la pub, tu amènes quelqu'un là-dessus directement pour le convertir, puis la formation est à ce prix-là. Il y a des bonnes chances que la personne ne convertisse pas. Surtout si la personne n'était pas encore consciente qu'elle avait besoin de toutes ces informations-là. Tu sais, c'est dans l'entonnoir de vente, là, dans le processus d'achat, ce n'est pas encore le temps de lui parler du prix de la formation. C'est plutôt le temps de montrer votre crédibilité, de donner aussi le goût à cette personne-là de suivre votre formation. Fait que dans le fond, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il y a des étapes à suivre qui sont quand même pas mal importantes pour être bien sûr de sizer
le comportement du consommateur pendant le processus d'achat. Fait que si on décortique ça, dans le fond, en différentes étapes. Là, on pourrait dire que la première étape, là, que lorsqu'on veut faire la promotion de notre formation, qu'elle soit sur n'importe quelle plateforme, ça vous prend, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille fortement, ça vous prend du contenu gratuit pour attirer votre audience. Ça, c'est super important. Puis ça vous prend beaucoup de contenu aussi. C'est ça que vous devez utiliser pour attirer leur attention avec vos pubs, emails ou peu importe. Donc, il y en a beaucoup qui vont faire, par exemple, des e-books gratuits. Il y en a qui vont faire aussi des webinaires gratuits. Ça, c'est très populaire aussi. Puis les webinaires, ce qui est cool, c'est qu'il y a un genre de Q&A après ça. Fait que les gens peuvent poser des questions, puis vous pouvez donner des rabais exclusifs aussi lorsque vous faites ça. Fait que webinaire, e-book gratuit, articles détaillés, peu importe, mais du contenu gratuit sur le domaine justement que vous essayez de vendre votre formation. Puis sans nécessairement donner des informations privilégiées qui sont dans votre formation aussi, puis que vous ne voulez pas. C'est correct d'en donner un petit peu en s'assurant, bien sûr, que le contenu important reste, que le contenu de grosse valeur reste dans la formation. C'est sûr et certain, mais pour les attirer, ça prend du bon contenu. Il faut que ça réponde à une question. Ça ne peut pas être juste vous qui vendez votre formation. Les gens vont pas, ça ne passera pas. Si vous faites un webinaire, par exemple, que vous dites, je vais vous montrer comment faire X coupe de cheveux avec tel truc, ben, faites la coupe de cheveux puis donnez des trucs pour que la personne soit capable de le faire. Et là, après ça, après le webinaire, vous pouvez dire, il n'y a pas juste ces coupes de cheveux-là, hein, il y a aussi un paquet d'autres coupes de cheveux que vous pouvez faire, puis ça, je vous le montre dans ma formation en ligne. Donc, c'est un petit peu comme ça la logique des choses. Vous devez répondre à une problématique avec le contenu, puis c'est ça vraiment le début de l'entonnoir. Fait que là, avec ça, cette étape-là, ce que vous devez faire, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement de closer la vente tout de suite, c'est du moins d'aller chercher le plus de leads possible, de prospects possible. Là, c'est vraiment important, cette étape-là aussi, de prendre le courriel de vos prospects. Parce qu'après ça, vous pouvez, on va sauter à les étapes par après, mais après ça, on va recontacter ces personnes-là par la suite. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être en mesure de les recontacter par après. Puis la meilleure façon, en général, c'est par courriel. Parce que si vous leur dites seulement, vous devez t'abonner à la page Facebook, par exemple, pour suivre le webinaire, ben, la personne, elle ne verra peut-être même pas la publication que vous ferez dans le futur parce qu'il y a l'algorithme et tout. Tandis que le courriel, tout le monde le reçoit. Donc, définitivement, utilisez le courriel pour rejoindre vos leads et prospects là, une fois que vous avez donné le contenu. En échange, dans le fond, c'est souvent un peu ça en échange. C'est si vous voulez participer au webinaire, donnez-moi votre courriel, puis je vais vous envoyer, dans le fond, le lien. Ça peut être quelque chose comme ça. Si vous voulez le e-book gratuit, donnez-moi votre courriel et je vais vous envoyer le e-book personnellement par courriel. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Après ça, vous gardez le courriel, puis ça vaut de l'or si votre formation est bonne. En deuxième lieu, vous devez aussi vous assurer en parallèle d'avoir une bonne image professionnelle et une crédibilité, un certain social proof. En fait, ça pourrait peut-être être même l'étape numéro 1 si vous n'avez pas cet atout-là. Mais ça, c'est vraiment important parce que si, par exemple, c'est mon ami Arthur, qui est un pro du tennis, bien, lui, il a vendu un paquet de formations, il a coaché un paquet de personnes, il fait ça depuis qu'il est tout petit. Il a la crédibilité, il a le bon branding aussi parce qu'il sait bien se mettre de l'avant. Donc, ça aide beaucoup parce que les gens, il faut qu'ils aient confiance en vous s'ils veulent acheter votre formation. Vous devez être l'expert, donc vous devez définitivement le démontrer. C'est plate parce qu'il y en a beaucoup qui sont ultra calés dans leur domaine, mais ils ne savent juste pas comment se mettre de l'avant. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être dommage parce que la formation peut être super bonne, mais parce que la personne n'est pas capable de bien communiquer puis bien promouvoir celle-ci, à ce moment-là, les gens peuvent être plus réticents. Donc, super important d'alimenter vos réseaux sociaux, d'être présent sur les plateformes sur lesquelles vous avez qui sont les plus pertinentes pour vous, bien sûr. Mais la notion de social proof est importante. Donc, si vous avez, par exemple, fait affaire avec Radio-Canada, vous avez passé à Radio-Canada, vous avez un article dans le journal ou une notion de ci ou ça, peu importe les prix, c'est bon de les mettre de l'avant le plus possible. Il faut être capable de se péter les bretelles un petit peu là, pour lorsque c'est le temps là, de démontrer son expertise. Bien entendu, si vous travaillez fort, c'est pas compliqué parce que vous faites juste être honnête. Mais l'étape qui est pas mal importante, qui est des fois négligée aussi. Ils vont penser que c'est la formation qui va vendre tout seul, pas nécessairement le formateur. C'est pas vrai. Les deux vont ensemble. Donc là, ensuite, troisièmement, là, on a fait notre contenu gratuit, on fait des pubs pour notre webinaire ou e-book, peu importe. Là, ça vous prend une stratégie après ça pour être capable de convertir ces personnes-là. Parce que ce qui est intéressant avec le contenu gratuit et tous ces trucs-là, c'est aussi
vos prospects, ils vont se qualifier eux-mêmes dans le sens où ils vont venir vers vous pour la formation à une certaine mesure. Mais ce que vous devez faire, une fois que vous leur avez donné l'information par le webinaire ou le e-book, là, vous avez vraiment réussi à asseoir votre image d'expert, puis vous êtes capable de bien vendre votre formation. Mais là, à ce moment-là, c'est bon d'avoir, comme je disais, les courriels, c'est probablement une des meilleures stratégies pour rejoindre ces personnes-là. Une série, par exemple, de courriels ou en même temps avec des publicités Facebook, d'avoir le plus de points de contact possible avec votre prospect pour être capable de lui vendre la formation. Vous pouvez donner, par exemple, il y en a beaucoup qui font après le webinaire, ils vont dire hey, j'ai un rabais exclusif seulement pour les personnes qui ont assisté au webinaire de 25 sur ma formation. Boum. Allez-y tout de suite, vous avez 24 heures. La notion aussi là, de vous avez 24 heures, vous avez jusqu'à X trucs, ça marche quand même bien, mais à une certaine mesure. Je vais vous dire pourquoi. J'ai un bon exemple pour vous autres, un méchant bon en part de ça, je viens de penser à ça. Mais c'est ça, c'est quand même bien important là, de le démontrer. Puis de contacter par après à plusieurs reprises les personnes qui ont assisté soit à votre webinaire ou du moins les emails que vous avez obtenus. Là, le mauvais exemple que je voulais vous donner, là, ça me trotte dans la tête. Moi, ce qui m'est arrivé, faites pas ça, là, dans la catégorie mauvaise pratique. Je pense que ça se situe un petit peu là, mais il y en a peut-être qui vont pouvoir débattre avec moi d'un autre côté. Mais écoutez bien, moi, je travaille en marketing web, je suis consultant, puis c'est ça que je fais. Là, j'écoute beaucoup de podcasts sur le sujet, puis il y en a un qui, eux autres, un des hosts du podcast, un des animateurs qui a une grosse agence de marketing web aux États-Unis, il vendait une formation ou un genre d'incubateur, on pourrait dire, là, sur comment un agency accelerator, comment obtenir plus de clients, comment le blueprint pour une bonne agence, dans le fond. Fait que c'est vraiment intéressant pour quelqu'un comme moi parce que moi, je cherche toujours on cherche toujours à s'améliorer puis à faire X trucs de mieux ici et ça. Puis c'est toujours bon d'avoir des conseils. Il n'y a pas meilleur conseil que des experts dans le domaine, c'est sûr et certain. Fait que je n'ai aucun doute que leur truc, ça vaut définitivement la peine. Mais c'est le funnel, de la façon que ça s'est fait, j'ai trouvé ça vraiment poche parce que je suis sûr que leur contenu, il était écœurant. Puis je suis sûr qu'il y a ci et ça, mais écoutez bien, je me fais contacter. Je pense que c'était, en fait, il avait parlé du truc dans leur podcast. Donc, il avait parlé de la formation dans le podcast. Fait que moi, j'étais curieux, je suis allé voir sur le site web. Puis après ça, j'ai mis mon email pour avoir des informations supplémentaires, avoir un appel, dans le fond, avec la personne, à voir si c'était fait pour moi ou pas. Mais il n'y avait aucune mention de prix ou rien de tout ça. J'avais aucune idée de combien ça pourrait coûter. Mais il expliquait très bien, par exemple, qu'est-ce que ça allait vous donner. Fait que là, j'étais comme, OK, cool, ça va me donner ça, ça, ça. Mais j'avais aucune idée du prix. Fait que là, à cause que j'avais aucune idée du prix, moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, ben si c'est en haut, mettons, genre de 5000 $ ou quelque chose comme ça, je me souviens plus c'était quoi le prix que je m'étais donné, ben j'y vais pas pantoute. C'est sûr que c'est pas le temps en ce moment. Parce que, tu sais, quand tu engages du monde puis tout, dans ce cas, le cash flow, je n'embarquerai pas là-dessus. Je préfère un autre podcast là-dessus. Mais anyway. Fait que là, j'ai l'appel. En plus, c'est avec le VP de l'agence ou du moins du programme d'incubateur. Puis, super gars, super chic type, vraiment nice. On parle. Puis c'est vraiment à la fin qu'il me sort le prix. Puis c'était genre 10 000 $, quelque chose comme ça. Moi, j'étais comme, wow. Puis là, après ça, je m'étais dit, y a-t-il une façon, mettons, moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Je m'attendais à peut-être, comme je vous dis, peut-être 5 000. En haut de 5 000, là, j'étais comme, OK, ça se peut. C'est impossible que ce soit en haut de ça. Mais ouais, c'était le double de ça. Mais là, il me disait, on va vous la faire à 5 000 à moitié prix, mais tu as justement 24 heures pour accepter l'offre. J'étais comme, what? Une affaire à 10 000 $. Je ne savais même pas c'était quoi le prix depuis le début. Puis là, après ça, tu viens me dire, genre, j'ai juste 24 heures pour ça. C'est comme, c'est stupide un peu. Je comprends un peu là, que tu veux closer la vente le plus vite possible. Puis j'imagine que c'est une technique qui marche pour plusieurs types de trucs. Mais si votre formation est chère, moi, je pense que ça ne marche pas pantoute. Parce que si la formation est chère pour la personne comme moi qui veut l'acheter ou whatever, ça présente quand même un risque, un gros risque. Plus le prix est élevé, plus le risque est élevé. Donc, ça faut qu'il y ait un genre de collaboration. Tu sais, c'est pas comme OK, tu as 24 heures, ça ne marche pas à ce moment-là. Je me dis OK, ouais, fuck it, je n'apprends pas ta formation. Puis c'est ça que j'ai fait, je ne l'ai pas pris, puis finalement, je n'ai pas eu besoin. Ben, je ne sais pas encore, je ne sais pas, on ne sait jamais. Je n'ai pas vu le contenu ou quoi que ce soit, mais bon, des fois, on a des feedbacks. Mais c'est ça, dans le fond. Fait que là, j'ai pas pris la formation parce que je ne savais pas c'était quoi le prix. Puis quand il me l'a annoncé, il m'a juste dit que j'avais 24 heures pour l'avoir à 50 % de rabais. Au début, là, s'il m'avait dit, mettons, c'est peut-être X montant,
Puis là, j'aurais fait, ouais, OK, c'est cher. Puis là, j'aurais peut-être même posé la question, y a-t-il une façon là, d'avoir les paiements sur plusieurs mois ou quelque chose comme ça? Parce que c'est quand même quelque chose de pas pire. J'aimerais ça pas trop me scraper mon cash flow. Puis non négociable, c'est ça. J'ai dit, OK, mais pas de problème, bonne chance. Puis il me contactait là, par courriel après, il continuait. Donc, il voulait définitivement closer la vente. Puis j'étais sûrement considéré comme un warm prospect pour eux autres. C'est pas, tu sais, je le voyais qu'ils voulaient me closer, mais j'ai fait rien de tout ça parce que, comme je vous dis, j'ai pas aimé le fait qu'il y avait juste 24 heures pour utiliser le rabais. S'il m'avait dit, mettons, regarde, on va donner le rabais puis on peut étaler, mettons, le 5000 sur X nombre de trucs, j'aurais probablement pris leur affaire. Mais à cause de cette partie-là, à la fin du funnel, où c'est le temps là, de closer la vente, c'était pas préparé, c'était du hard sell. Mais tu sais, ils sont aux États-Unis aussi, c'est peut-être un petit peu différent, mais moi, je ne crois pas à ça. Du moins, pas pour des montants comme ça. Si ça avait été un plus petit montant, c'est clair que la stratégie était écœurante. Mais pour un montant du genre, il avait vraiment manqué leur shot. Donc, voilà. Fait que c'est un peu ça le mauvais exemple que je voulais vous donner par rapport à ça. C'est important de bien donner les bonnes informations au bon moment. Fait que l'emailing, super important. Les autres, c'est comme ça qu'ils m'avaient recontacté par après. J'avais rempli les trucs sur leur site web, puis après ça, ils m'ont contacté ici. Donc, l'emailing, c'est pas mal la meilleure façon de rejoindre vos prospects. En plus, ce qui est cool avec ça aussi, c'est que vous pouvez mettre plus d'informations dans le courriel que vous pouvez dans un post Facebook, par exemple, ou etc. Donc, ne pas négliger cette étape, c'est super important. C'est même bon d'avoir des séries de courriels aussi. Tu sais, mettons, tu as une semaine, dans 2 jours, là, en ce moment, le rabais est à 50 pour 2 jours. Après ça, après 2 jours, c'est 40 ou whatever. Tu sais, il y a plusieurs techniques que vous pouvez développer. Puis c'est des techniques qui marchent quand même bien, mais ça dépend vraiment de votre type de formation aussi, le prix. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas vous dire faites ci ou faites ça non plus. Je ne veux pas vous donner de stratégie précise par rapport aux promotions du prix parce que ça dépend vraiment de ce que vous offrez. Puis il y en a qui ne voudront même pas offrir de rabais sur leur formation parce qu'ils ont déjà un super bon branding, ils ont déjà beaucoup de leads, beaucoup de prospects qui veulent faire affaire avec eux, donc ils n'ont pas le besoin. C'est quelque chose qui existe aussi, définitivement. Donc, bien important. Puis en dernier lieu, bien sûr, c'est une fois que vous avez votre formation en ligne, il y en a beaucoup qui vont penser que c'est du passive income, dans le sens où tu t'assois, tu ne fais rien, puis tu fais juste vendre ta formation une fois qu'elle est faite. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si vous voulez qu'elle continue de vendre, bien, vous devez bâtir une communauté puis être capable de gérer celle-ci pour que celle-ci vous amène d'autres leads puis que vous puissiez être capable d'améliorer votre contenu à travers le temps, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important puis qui est des fois négligé. C'est de bâtir une communauté autour de ça. Honnêtement, Alex et MJ là, de l'entrevue, c'est vraiment les meilleurs pour ça. Les autres, ce qu'ils faisaient, en fait, ils utilisaient un groupe privé sur Facebook aussi pour avoir des feedbacks sur ça puis un paquet de trucs du genre. Donc, vraiment, là, ils avaient bien fait leurs affaires comme du monde. Puis, justement, parlant d'Alex et MJ, ben, on va passer à l'entrevue. Comme je vous dis, restez bien à l'écoute parce que c'est des super bons trucs qu'ils nous donnent. Puis aussi, c'est c'est vraiment une histoire écœurante. Moi, je la trouve vraiment cool. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Pour nous parler aujourd'hui de formation puis de vente en ligne, j'ai un invité aujourd'hui et tout un. En plus d'être un chef de l'art dans la vente de formation, c'est aussi un nomade digital aguerri. Je pense je ne peux pas dire ça de beaucoup de personnes, mais toi, tu as définitivement, Alex, visité beaucoup plus de pays que moi. Donc, chapeau de ce côté-là, c'est quand même quelque chose. Mesdames et messieurs, Alex Normand de Alex et MJ On The Go. Allô? Comment ça va, mon Alex? Tu vas-tu ajouter comme des applaudissements en montage ou quelque chose? Parce que, tu sais, avec le mesdames, messieurs, ça fait big, là. Je me sens comme si je suis sur une scène devant 6 millions de personnes. Définitivement. Je vais dire à Étienne qui nous rajoute ça, il n'y a pas de problème. Mais non, ça va super bien. Merci de l'invitation. Toi, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé aussi. Effectivement, oui. Tout roule. Ici, moi, je suis au Portugal. Toi, présentement, tu es dans l'ouest du Canada, sur l'île Victoria, c'est ça? Oui, présentement, c'est ça, une demi-heure de Victoria, mais on a fait pas mal le tour de l'île pendant l'hiver. On est venu se poser ici pour un peu échapper le froid du Québec, si on veut. Puis, honnêtement, on a vraiment trippé, là. C'est vraiment une super, super belle place. Il y a beaucoup de gens qui, quand viennent dans l'Ouest, s'arrêtent à Vancouver ou Whistler. Mm-hmm. Mais définitivement, prendre le bateau puis se rendre sur l'île, c'est quelque chose à mettre sur sa bucket list. Pour l'avoir fait, effectivement, moi aussi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment touché, changé même, je dirais. Moi, j'avais été à Tofino. C'est la première fois que j'avais surfé, en fait, c'est là, justement. Puis depuis, à cause de ça, là, j'habite ici. Puis il y a ma petite surfboard en arrière qui me suit toujours. Non, donc, on a vraiment... on a adoré Tofino. Hein.
Ah oui, mais c'est un bel endroit. Puis pour vous donner une idée aussi, là, pour ceux qui nous écoutent, présentement, moi ici, il est 5 heures. Toi, présentement, de ton côté, il est quelle heure? Attends une minute, là, laisse-moi checker l'heure. Là. Il est 9h, 9h15, là, 9h20 là, à peu près. Là, fait qu'on a un bon décalage. Un très bon décalage. Fait que 5h PM, 9h AM, on fait ça pour vous aujourd'hui. Donc, Alex, on va parler aujourd'hui, comme on mentionnait, de formation en ligne parce que vous, tu sais, les gens vous connaissent super bien. Vous avez un gros following sur Facebook, Instagram. Les gens vous connaissent pour la vidéo puis pour un paquet de trucs, mais vous vendez des formations, puis c'est ça votre core de la business. Puis ça, vous le faites vraiment bien. Puis ça, c'est quelque chose que les gens peut-être vous en parlent moins parce que vous avez votre thématique voyage et tout. C'est probablement ça que les gens viennent vous parler le plus. Mais moi, je sais ce que vous faites un peu. Donc, je me suis dit, je vais vous poser une couple de questions aujourd'hui parce que j'aime votre modèle d'affaires. J'aime comment vous faites vos trucs. Puis, voilà. Comment ça a commencé, premièrement, Alex et MJ on the go? Je suis curieux un peu. Je pense, on s'en est déjà parlé? Ben sûrement, mais tu sais peut-être sur le coin d'une table avec une bière dans la main, fait que c'est normal d'oublier comme ça. Mais nous, on a lancé notre chaîne YouTube et notre brand Alex et MJ on the go en janvier 2016. Fait que là, on est en avril 2021, fait que ça fait un peu plus que 5 ans qu'on est sur la route à voyager. Puis nous, dans le fond, notre but, c'était de créer du contenu vidéo et photo, mais majoritairement vidéo de voyage. MJ, c'était une grande voyageuse. Elle avait déjà visité comme plus de 30 pays quand on a commencé notre projet. On en a visité une autre trentaine depuis. Fait qu'MJ est rendu pas loin du 60 pays à son actif. Mais dans le fond, nous deux, on travaillait en télévision. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. On travaillait à TFO en Ontario, à Toronto. TFO, pour ceux et celles qui savent peut-être pas c'est quoi, c'est comme le Télé-Québec, mais franco-ontarien. Donc, c'est une chaîne télé francophone en Ontario. Moi, j'étais animateur télé, fait que moi, j'étais devant la caméra. J'avais aucune expérience avec une caméra dans les mains. MJ, elle, était assistante à la réalisation. Donc, elle travaillait derrière les caméras avec le réalisateur, s'assurait que les tournages se passent bien. C'est elle qui me faisait les petits décomptes dans mon oreille pour m'assurer que je dépense pas les temps. Elle disait 3, 2, 1, ta gueule, ta gueule, ta gueule. C'était ça sa job. Puis, dans le fond, moi, j'ai comme vu une opportunité. J'ai vu que le YouTube franco-canadien commençait en 2014-2015. Là, c'est là vraiment que ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Puis, j'ai vu qu'il y avait personne qui faisait du voyage. Puis moi, étant entrepreneur dans l'âme, j'ai approché MJ. J'ai dit, hey, toi qui aimes voyager, nous qui aiment faire de la vidéo, qu'est-ce que tu en penses si on quitte nos jobs, on quitte nos vies, on quitte tout ce qu'on a bâti à Toronto pour partir voyager, mais dans le but de partir notre chaîne YouTube. Fait qu'on savait pas où ça allait nous mener tout ça, mais tout ce qu'on savait, c'est qu'on avait le goût de vivre des nouvelles aventures, de se lancer des nouveaux défis. Puis on est parti comme ça. On a tout entreposé nos biens matériaux, puis on est parti première destination Nouvelle-Zélande en janvier 2016. Malade. Mais est-ce que la réponse d'MJ au début, ça a été un oui ou tu as dû la convaincre un petit peu? Ah, il a fallu que je la tâte pas mal. C'était comme une bonne pâte de pain. Là. Il a fallu que je la travaille pas mal. Mais non, MJ était très excitée par le projet. Mais évidemment, ça lui faisait peur parce que elle, tout ce qu'elle avait connu dans sa vie, c'était le 9 à 5. C'était la job avec les vacances payées et tout. Puis, veux pas, on était quand même très confortable dans nos routines. On aimait quand même nos jobs et tout. On avait un super cercle d'amis. Mais elle, ça faisait quand même 8 ans et demi qu'elle était à son poste actuel. Donc, elle savait que si elle faisait pas le show là, peut-être qu'elle le ferait jamais puis qu'elle allait le regretter. Donc, je te dirais que ça a pris peut-être 2-3 mois de discussion, mais je pense qu'elle était quand même convaincue du début. Il fallait juste vraiment la flatter dans le bon sens du poil pour qu'elle saute à 100%. Wow. Well, good job. Puis, merci. Là, après ça, aujourd'hui, Alex et MJ on the go, tu sais, je veux dire, c'est rendu plus qu'une gang qui font de la vidéo. Là, à travers le temps, il y a un paquet d'offres qui se sont rajoutés à ça. Comment vous avez figuré tout ça? Parce que c'est quand même pas mal on pourrait dire, d'offres diversifiées que vous faites. Ouais, c'est ça, comme je le mentionnais, nous, on savait pas dans quoi on s'embarquait, on savait pas où ça allait nous mener. Puis nous, initialement, le but, c'était d'aller en Nouvelle-Zélande puis de rester là pendant 1 an de temps. On avait un visa, un permis de travail. Ça allait nous permettre de s'installer après quelques mois de voyage, travailler, puis ensuite continuer à voyager. Mais quand on a vu que la chaîne YouTube a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, puis qu'on avait comme une mini-communauté à cette époque-là qui commençait à nous suivre puis qui semblait vraiment aimer le contenu qu'on produisait,
Ben, c'est là qu'on a décidé de continuer, de quitter la Nouvelle-Zélande après 3 ou 4 mois, puis de visiter d'autres pays, puis de continuer notre tour du monde, puis de continuer à produire du contenu, mais ailleurs que la Nouvelle-Zélande. Puis, en fait, quand on était en Nouvelle-Zélande, on a rencontré une dame chez qui on faisait du woofing. Pour ceux qui ne savent peut-être pas c'est quoi du woofing, dans le fond, c'est qu'on reste chez les gens gratuitement, fait qu'on est hébergé et nourri en échange de travaux manuels, si on veut, comme on pouvait faire du landscaping, on pouvait faire des mini-rénovations comme repeinturer des toits, des murs ou quoi que ce soit. Bref, c'était du labor en échange d'hébergement puis de bouffe. Puis on a rencontré une dame chez qui on est resté elle nous avait dit à cette époque-là, ouais, moi j'ai une business en ligne, je vends des programmes pour la perte du poids, puis j'ai fait vraiment beaucoup d'argent avec ça. Puis en tout cas, je vous dis ça parce que je pense que vous devriez commencer à penser à qu'est-ce que vous pourriez vendre en ligne. Puis nous, à cette époque-là, on est comme, man, qu'est-ce qu'on peut vendre? Et nous, on fait juste des vidéos sur YouTube, on voyage that's it. Mais ça a quand même semé une petite graine dans notre arrière-pensée. Puis, c'est seulement à peu près 2 ans plus tard qu'on a eu l'idée, le flash, de créer une formation pour enseigner l'art de la production vidéo. Dans le fond, nous, on a suivi nous-mêmes une formation en ligne en production vidéo en anglais, faite par un Américain. Puis, quand j'ai vu ça, je me suis rappelé ce que Phyllis, c'était ça son nom, nous avait dit à l'époque en Nouvelle-Zélande. Puis je me suis dit, hey, ça pourrait être cool, on pourrait faire une formation en production vidéo, mais en français. Parce qu'il n'y en avait pas sur le marché. Il y en avait quand même quelques-unes en photographie, mais vraiment pour apprendre la production vidéo, ça n'existait pas. Mais le problème, c'est que je me sentais pas encore à la hauteur pour enseigner la production vidéo parce que ça faisait à peine 2 ans que nous, on faisait nous-mêmes de la vidéo, qu'on avait tout appris sur le tas. Fait qu'on s'est donné quand même à peu près 1 an de plus de pratique, si on veut. Puis c'est vraiment en 2018 qu'on a décidé, OK, now's the time, on est prêt, on est quand même à un niveau que les gens veulent apprendre de nous parce qu'on commençait à recevoir des questions par l'entremise de nos réseaux sociaux. Fait qu'on s'est dit, OK, now's the time, les gens trouvent que notre contenu est assez bon et pro. Donc, je pense qu'on serait prêt à commencer à l'enseigner. Puis, c'est ce qu'on a fait. Puis, depuis 2018, on fait grossir cette formation-là qu'on a nommée Filmmakers on the Go. Wow, génial. Puis, quand vous avez commencé, en fait, parce que tu sais, quelqu'un qui part de zéro, les logiciels, surtout quand vous avez commencé, parce qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus accessible. Tu sais, il y a beaucoup plus de logiciels automatisés, on pourrait dire, qui vont te permettre de faciliter l'intégration de tes formations. Mais quand vous avez commencé, c'est comment c'était? Y avait-il des logiciels qui existaient pour que vous puissiez hoster ça? Ou? Tu veux dire pour hoster la formation? Oui, ou du moins, tu sais, pour la plateforme même, pour pouvoir avoir la formation, prendre des paiements, puis tout le kit. Comment vous avez décidé ça au début? Beaucoup de recherches, je te dirais. C'est certain que autant qu'on se sentait à l'aise à enseigner la production vidéo, mais autant qu'on connaissait rien dans le marketing en ligne, qu'on connaissait rien par rapport justement aux plateformes comme ClickFunnels, Kajabi, etc. Donc, oui, je te dirais que j'ai passé beaucoup d'heures juste à faire de la recherche. Nous, on a commencé avec ClickFunnels, qui est pas mal le go-to, surtout pour les gens qui commencent, parce que c'est comme, on dirait, la plateforme de prédilection de tout le monde. Fait que juste à travers les différents groupes Facebook, différents vidéos, tutos YouTube, on a acheté quelques formations aussi en ligne pour essayer de comprendre tout ça. Mais je te dirais que on apprenait en faisant aussi. Donc, on n'a pas attendu de vraiment tout avoir en place, d'avoir tous les systèmes à 100% fonctionnels avant de lancer. Nous, on a décidé de faire un pre-launch, un beta launch, juste pour tester le marché, voir s'il y avait un intérêt. Okay, donc, nous, dans le fond, en décembre 2017, on a décidé qu'on allait commencer et lancer Filmmakers on the Go. Fait qu'on a commencé à écrire des textes, écrire des leçons et tout. Mais là, après comme 2-3 mois d'écriture, j'ai commencé à réaliser que, il y a beaucoup de jobs derrière ça parce qu'au-delà de créer les leçons vidéo, il faut aussi que je fasse ma page de vente, il faut aussi que je fasse ma séquence de courriel, il faut aussi que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je pense aux publicités. C'est comme beaucoup de choses en même temps, ce qui fait que ça peut décourager beaucoup de personnes. Donc, je me suis dit, attends une minute. J'ai déjà lu quelque part que tu devrais vendre ta formation avant même qu'elle soit créée
parce que tu veux pas mettre plein d'heures de travail dans une formation qui, au final, ne se vendra pas. Donc, on va la vendre pour beaucoup moins cher, un beta price, mais en échange, les gens comprennent que ils ont un rabais de 50%, mais que la formation n'est pas complète et qu'elle sera complétée au fil du temps. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé une page de vente avant même qu'on ait une leçon de tournée. On a fait une page de vente. On a fait une petite séquence de courriel très, très, très mini pour genre les paniers abandonnés. Puis, on a lancé ça sur nos réseaux sociaux. On a fait une pub vidéo. Puis, on a laissé cette période d'ouverture-là active pendant 2 ou 3 semaines, qui était peut-être un petit peu trop long là, maintenant que j'y pense, là, mais c'était 3 semaines. Puis, au final, on a vendu 80 inscriptions à, je pense, c'était 247 $. Fait que là, on a vu, OK, on a fait un 25-30 000. On a 80 personnes qui sont intéressées. Let's go, on embarque, puis on pousse la formation. Fait que dans le fond, à ce moment-là, on a fermé les inscriptions. On a commencé à travailler sur le contenu pour que plusieurs mois plus tard, on puisse réouvrir les inscriptions puis vraiment avoir une formation de concrète à offrir aux gens. Fait qu'au pire des pires, si on avait vu qu'on avait juste eu 5 à 10 inscriptions, ben on se serait probablement dit, bon, on va rembourser tout ce monde-là puis on va pas prendre le temps nécessaire pour mettre en place notre formation puis on aurait passé à autre chose. Mais là, comme il y avait un intérêt, on a été à 100% là-dedans. OK, donc, si je récapitule, vous avez vendu la formation avant même de l'avoir créée, dans le sens, pour sauver, dans le fond, carrément du temps à savoir si parce que c'est vrai, c'est ça que le monde ne comprenne pas, c'est que c'est beaucoup de temps la création d'une formation. Juste pour le fun comme ça, combien d'heures t'estimerais? Oh man, je sais même pas. En fait, on peut faire un calcul rapide. Dans notre formation, on a présentement environ 60 heures de contenu. OK? Si ça représente à peu près, je vais l'arrondir à 300 leçons vidéo. Il y en a un petit peu plus, là, mais je l'arrondis à 300 pour que ça soit facile à calculer. Fait que 300 vidéos. Disons que pour chaque vidéo, on met 6 à 10 heures de travail. Fait que disons 8 heures de travail en moyenne par leçon vidéo. Fait que nous, on est à 8 fois 300. Fait que 8 fois 3, c'est 2400 heures. Fait que je dirais 2500 à 3000 heures. Ça serait peut-être logique. Mais nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que on met autant d'heures sur chaque leçon vidéo parce qu'on enseigne la production vidéo. Donc, nos leçons doivent quand même être doivent quand même avoir une certaine qualité audiovisuelle parce que justement, les gens s'en viennent apprendre à faire des vidéos pro. Donc, il faut montrer l'exemple. Il faut qu'on crée déjà à la base des leçons qui sont de qualité. Je veux dire, si on enseignait autre chose, puis les gens apprenaient peut-être, je sais pas moi, le marketing, juste le marketing ou le copywriting, ben j'aurais pas besoin de faire une grosse leçon vidéo avec plein d'images B-roll, des shots de drone, etc. Tu sais, tu peux être à ton ordi, puis ça peut te prendre une demi-heure, 45 minutes faire une leçon, puis ensuite c'est fini. Mais nous, justement, parce qu'on enseigne la production vidéo, ben on n'a pas le choix de mettre ce 6 à 10 heures de travail-là par leçon vidéo. Fait que ouais, c'est beaucoup d'heures. Puis encore à ce jour, on ajoute du nouveau contenu dans notre formation. Fait que nous, les membres, ont un accès continu à nos contenus. Fait qu'à tous les mois, on ajoute entre 5 à 10 nouvelles leçons. Fait qu'on est parti de zéro en mai 2018 à peu près 310, 315 leçons vidéo aujourd'hui, 3 ans plus tard. Wow! Donc, dans le fond, c'est un projet qui est vraiment en continu. Quelqu'un qui s'inscrit à vos formations, là, il va être capable de rester à jour par rapport aux gros changements, à ce que vous enseignez, j'imagine. Puis aussi, tu sais, avec le temps aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comme j'avais vu, nous autres, quand on se connaissait, on se connaissait depuis un petit bout de temps, mais quand on se parlait, puis que vous aviez lancé ça, il n'y avait pas encore de formation sur les drones. Là où je pense qu'il y a une formation, c'est ça, qui est ouverte sur les drones parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. C'est populaire, ça, quand même? Oui, puis je pense que quand nous, on s'est rencontrés, c'était justement pendant l'été 2018. Fait que nous, ou non, on s'est rencontrés en début 2018. Fait que nous, on n'avait même pas officiellement lancé notre formation. On n'avait même pas fait notre beta launch encore. Je pense qu'on travaillait justement à écrire des leçons et tout quand on s'est rencontrés. Fait que oui, on a tout ajouté ça. Puis dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est comme on avait, aujourd'hui beaucoup de contenu, c'est qu'on a comme divisé
notre grosse formation dans des mini-formations aussi. Donc, par exemple, les gens qui veulent pas nécessairement la Cadillac, que j'appelle, fait que le package complet, ben ils peuvent s'inscrire, par exemple, à notre formation montage vidéo seulement. Donc, s'ils veulent pas apprendre comment manipuler leur caméra, mais ils veulent juste apprendre à faire du montage, ben ils peuvent acheter cette formation-là. Les gens qui veulent apprendre à faire des vidéos pour le plaisir, donc, moi, j'appelle ça la formation amateur et passionné. Ben, ils peuvent acheter cette mini-version-là dans notre académie, dans le fond. Fait que c'est comme beaucoup moins d'heures de contenu, mais c'est vraiment spécifique aux gens qui veulent juste apprendre pour le fun et non nécessairement en faire un revenu. Donc, nous, c'est ce qu'on a réussi à faire avec le temps, c'est vraiment diviser notre grosse formation dans des mini-formations pour aller chercher encore plus de monde. Différents publics cibles, effectivement, tu l'as bien dit. S'il y en a qui vont faire ça, vont vouloir le faire de façon professionnelle, leurs besoins seront à ce moment-là plus généreux, on pourrait dire, tandis qu'il y en a d'autres qui veulent juste le faire pour le fun, comme moi, mettons, je viens d'acheter un drone, puis là, à ce moment-là, ben boum, peut-être que l'exemple du drone n'est pas bon, mais mettons, je veux faire de la vidéo pour le fun, à ce moment-là, c'est vraiment deux publics cibles différents. Là, mettons qu'on retourne en arrière un petit peu. Vous, quand vous avez commencé, puis vous avez fait le lancement de la formation, vous aviez déjà un certain following. Donc, ça, c'est une des façons d'obtenir parce que, dans le fond, tu sais, une formation, c'est un petit peu comme vendre des produits à une certaine mesure. Une fois que c'est en ligne, puis qu'il y a un add to cart, puis qu'on peut payer, faire la transaction en ligne. Les logiques sont un petit peu similaires à celles de la vente de produits. Fait que quand on vend des produits, on peut avoir une communauté. Ça, c'est un peu, on pourrait dire de façon organique. Mais il y a d'autres façons aussi d'aller chercher du trafic sur notre site web pour éventuellement aller chercher des ventes. Vous, est-ce que vous avez fait d'autres, mis à part votre communauté que vous avez utilisée, vous m'avez mentionné tantôt quelques petits exemples. Qu'est-ce qui marchait bien et qu'est-ce qui marchait pas bien selon vous? Ben nous, une autre chose qu'on a fait justement pour aller chercher un trafic froid, du cold traffic, c'est qu'on a créé un masterclass gratuit d'1 heure. Fait moi, j'appelle ça un masterclass, mais dans le fond, c'est un webinaire. Là, c'est exactement ce que c'est. D'1 heure dans lequel on partage 7 trucs pour faire des vidéos professionnelles. Donc, on partage vraiment full contenu là-dedans. Fait que nous, dans le fond, on fait des pubs Facebook, Instagram, YouTube. On redirige ces gens-là vers la page d'inscription à la masterclass. Les gens s'inscrivent. On a leur adresse courriel en échange. Puis ensuite, ils ont accès à la masterclass d'1 heure et à la fin de la masterclass, on leur pitch notre formation complète. Donc, c'est une façon pour nous justement d'aller chercher des gens qui nous connaissent pas, qui nous suivent pas sur nos réseaux sociaux. Mais ce qui arrive par la suite, c'est que ça fait un peu un effet boule de neige. C'est que les gens nous découvrent via l'entremise de la masterclass. Ensuite, ils vont aller nous trouver sur les réseaux sociaux pour voir qui on est, puis si on est legit, comme on dit, si on est des gens honnêtes et tout, ils apprennent à nous connaître via nos réseaux sociaux, puis ensuite, peut-être ils vont revenir, puis exactement, ils vont revenir, puis ils vont peut-être acheter notre formation par la suite. Donc, nous, c'est vraiment les deux moyens. C'est le trafic organique via nos plateformes Alex et MJ on the go. On a aussi maintenant une chaîne YouTube Filmmakers on the go sur laquelle on publie certaines des leçons qui se retrouvent à l'intérieur de la formation complète. Donc, les gens ont encore une meilleure idée du contenu qui se trouve à l'intérieur de nos formations. Mais sinon, c'est le trafic froid là, qu'on envoie à notre masterclass. Intéressant. Donc, là, tu as mentionné quelque chose qui est un élément clé dans le succès de la vente de formation en ligne. Je pense que c'est justement le contenu peut-être gratuit. Vous y allez avec le webinaire, dans le fond. C'est que les gens ont besoin d'informations sur certains trucs. Puis là, après ça, ils vont regarder votre webinaire, mettons, 60 minutes, qui va décrire, j'imagine bien, le besoin que ces gens-là veulent remplir. Mais s'ils veulent plus d'informations, puis s'ils veulent approfondir leur connaissance sur le sujet, c'est là que vous autres vous embarquez, c'est ça? Exactement. Fait que nous, on présente la formation par la suite. On leur montre exactement tout ce qui se trouve à l'intérieur. Puis, si les gens décident de, par exemple, ne pas s'inscrire à la formation tout de suite après avoir visionné la masterclass, évidemment, on leur envoie des courriels par la suite. Fait qu'on a une belle grosse séquence de courriels dans lesquels on partage encore plus de contenu. Fait qu'on va partager d'autres vidéos peut-être sur YouTube qu'on a publiées qui sont en lien justement avec la production vidéo, des tutos qu'on aurait publiés. Encore une fois, juste pour leur montrer davantage, juste pour leur donner davantage des trucs et des conseils qu'ils peuvent appliquer dans leur production. Puis c'est vraiment les gens qui ont vraiment un grand intérêt puis qui veulent pousser plus loin puis qui veulent apprendre plus rapidement qui ensuite s'inscrivent à notre formation. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment intéressant parce que ça résume exactement ce que j'allais justement rajouter. J'allais dire les clients vont se qualifier eux-mêmes dans le fond.
c'est vraiment ça qui arrive. Ils vont chercher l'information, le complément, puis après ça, un bout de temps, ils vont se dire, OK, il faut que je prenne l'information, j'ai pas le choix. C'est brillant, c'est bien. Mais je pense que vraiment, définitivement, le contenu gratuit pour aller les chercher, pour quelqu'un qui veut vendre la formation, penses-tu que c'est quelque chose qui est essentiel? Penses-tu que quelqu'un pourrait y aller puis dire directement, acheter ma formation, c'est 500 €, puis allons-y? Je pense que c'est absolument essentiel en 2021. Ouais. On est tellement bombardé par des pubs, par des ci, par des ça, puis veut pas, plus les années avancent, plus qu'il y a des nouvelles formations qui arrivent sur le marché. Donc, les gens ont énormément de possibilités, ont tellement d'options, de choix que ça devient qu'ils vont s'inscrire parce qu'ils aiment soit le vibe que la personne de l'autre côté dégage dans ses vidéos, etc. Donc, les personnes veulent apprendre à connaître cette personne-là avant d'investir dans la personne, dans la formation, etc. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est absolument primordial. Puis de montrer aussi que, en tant que formateur, tu es là vraiment pour aider les gens puis que tu n'as pas peur de donner du contenu gratuit. Je pense que ça démontre aussi beaucoup de choses par rapport à toi à ce niveau-là. Fait que c'est ça, tu es là pour les aider en premier lieu. Puis ensuite, s'ils veulent vraiment pousser au prochain niveau, tu es là, mais il y a un coût associé à ça. Mais en échange, ils savent déjà dans quoi ils s'embarquent parce que ils connaissent la personne, ils connaissent le contenu, puis ils savent que c'est ce que ça leur prend pour réussir. Et ça, c'est peu importe la formation. Là. Nous, en production vidéo, mais que ce soit en coaching, marketing, en copywriting, en coach de vie, etc., je pense que c'est absolument primordial. C'est ça, la logique est un peu la même dans peu importe le secteur d'activité dans lequel votre formation va être dans le fond, parce que la logique, c'est ça, c'est la même. Tu viens de bien le dire. Tu as mentionné les courriels, mais mis à part, parce que les courriels, c'est une très bonne source de trafic encore aujourd'hui en 2021. Je le répète pas mal à chaque épisode. Mis à part les courriels, est-ce qu'il y avait d'autres formes de trafic, des formes de publicité payantes? Tu as mentionné Facebook Ads. Y avait-tu d'autres plateformes que vous avez essayé dans le passé ou ça c'est vraiment tenu à ça? Nous, c'est Facebook, Instagram, YouTube. On a intégré dernièrement Google Display. Donc, dans le fond, des pubs sur les sites web que les gens fréquentent. Fait que c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a pas 60 000 choix non plus en termes de plateformes où on peut faire sa pub. Fait que nous, c'est vraiment les 4 plateformes, je vais dire, de choix pour notre formation. Puis c'est ce qui fonctionne bien. Mais tu sais, si j'ai de quoi mentionner, c'est de un, vous allez devoir être patient parce que c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Mm-hmm. Nous, tu vois, ça fait 3 ans qu'on a lancé la formation. On est rendu à un petit peu plus que 1000 membres, là, si on calcule comme les membres qui sont sur les mini-formations aussi. Fait que c'est vraiment un work in progress. Faut pas penser qu'on va mettre une pub sur Facebook puis demain, on va commencer à faire 1000 $ par jour en vente, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Moi, j'espérais que ça soit de même que ça fonctionne quand on a commencé, pour être 100% honnête. Mais j'ai vite réalisé qu'il fallait faire beaucoup de tests, qu'il fallait s'adapter aussi aux différents changements, les messages, etc., que tu veux pousser aux gens. Donc, c'est vraiment un work in progress. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas les 3-4 premiers mois, que ça ne va pas marcher par la suite. Fait que travaillez, patientez, adaptez-vous, puis ça devrait décoller éventuellement. Oui, puis en plus, vous avez commencé, vous aviez déjà une communauté. Donc, les personnes qui commencent vraiment de zéro à ce moment-là, c'est vraiment, là, il faut s'assurer définitivement là, de se bâtir une communauté le plus vite possible. Hein. Penses-tu qu'il y a un gros lien entre le fait d'avoir une grosse communauté et la facilité de vendre une formation, par exemple? Je pense pas que la taille, je pense pas que dans ce cas-ci, c'est la taille qui compte. Wow. Moi, je dirais que non, tu peux avoir une très petite audience, mais si ton audience est déjà super qualifiée et super nichée, puis tu es proche avec ta communauté, puis tu as un bel échange avec cette communauté-là que tu pourrais facilement vendre quelque chose, c'est certain que si tu as une communauté pour qui tu produis du contenu resto, cuisine, puis là, que tu essaies de leur vendre une formation en copywriting, peut-être que là, ça ne marchera pas parce que c'est pas cette audience-là qui serait prête nécessairement à acheter ta formation. Mais si tu as une petite communauté de 500 à 1000 personnes qui trippent copywriting, puis là, tu leur proposes une formation en copywriting, tu as beaucoup de chances de vendre à ces personnes-là. Fait que non, je pense pas que ça a un gros lien.
Puis nous, en tout cas, oui, on fait de la vidéo de voyage, mais veut pas beaucoup des gens qui nous suivent juste parce qu'ils veulent être divertis puis veulent voir des paysages, veulent voir nos aventures. C'est pas nécessairement du monde qui veulent apprendre à faire de la vidéo. Par contre, comme on avait déjà une grande communauté, on savait qu'il allait quand même avoir un petit pourcentage de ces gens-là qui allaient possiblement être intéressés par le contenu qu'on proposait dans nos formations, puis qui voulaient peut-être faire comme nous, que ce soit voyager, faire de la vidéo, etc. Donc, nous, il y avait comme un certain lien, mais c'est certain que c'était pas un aussi gros lien que ça aurait pu, dans le sens qu'on aurait pu juste avoir une chaîne YouTube où on enseigne déjà la production vidéo, puis on fait des tutos en production vidéo, photo, et ensuite on aurait créé cette formation-là. Probablement qu'on en aurait vendu encore plus à ce moment-là. Mais nous, c'était pas ça notre trip. Notre trip, c'était à cette époque-là, c'était de faire de la vidéo de voyage puis de juste documenter nos aventures. Puis en complément, avoir une formation pour les gens qui voulaient apprendre à faire comme nous. Ouais, je comprends. Puis nous autres, ça fait quand même longtemps que vous utilisez Facebook. C'est une question que j'aime poser à tous mes invités qui ont une page depuis quand même longtemps. Est-ce que tu as vu un gros changement dans la portée organique sur Facebook à travers le temps? Je te dirais que ça a été quand même assez stable, même quoique nous, on a vu une croissance sur Facebook. Nous, en fait, au début, on a commencé à publier que sur YouTube, puis ensuite, on faisait des publications Facebook pour rediriger les gens vers YouTube. Mais encore une fois, Facebook, on le sait, n'aime pas quand tu rediriges les gens ailleurs de la plateforme, surtout sur YouTube. Donc, on a commencé à publier nos vidéos organiquement sur Facebook. Puis de cette manière-là, aller chercher plus de paires de yeux qui allaient voir notre contenu, parce que même si tu vois la publication qui ramène à YouTube, c'est pas tout le monde qui vont cliquer. Fait que non seulement est-ce que tu perds beaucoup de gens à cause que Facebook leur montre pas ta publication, mais c'est seulement un petit pourcentage qui vont prendre le temps de cliquer puis aller voir ailleurs. Donc nous, on a commencé à publier sur Facebook. Puis je te dirais que Facebook a commencé à prendre beaucoup plus de place que YouTube. Puis Facebook est devenu notre plus grosse plateforme sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'on est à peu près à 32 000 followers sur Facebook versus le presque 15... Non, ouais, on est rendu plus qu'à 15 000 sur YouTube. Fait qu'on a 2 fois plus de gens qui nous suivent sur Facebook. Mais encore là, c'est pas tout le monde qui voit nos publications parce que, comme on le sait, Facebook montre seulement à genre 3% de ta communauté, à moins qu'il commence vraiment à avoir beaucoup d'engagement sur tes publications. Puis là, Facebook va le montrer à plus de gens. Ceci dit, je te dirais que nous, on a toujours une bonne moyenne d'engagement sur nos publications Facebook. Sur le 32 000 followers, on va faire habituellement un minimum de 10 000 vues sur nos publications Facebook seulement. Puis, un bon taux d'engagement niveau like et commentaires, partage. Fait que toujours pas loin d'une centaine de partages. Souvent, à peu près 100 à 200 commentaires sur nos vidéos. 3 à 600 likes. Là, ça va dépendre vraiment de la publication puis de combien de gens l'ont vu. Mais je te dirais qu'on a quand même un bon taux d'engagement, même si on sait que Facebook, on dirait fait exprès pour pas montrer ton contenu à personne. Wow, c'est vraiment bon, c'est des beaux chiffres. Je pense que c'est que on a habitué notre monde aussi qu'on publiait sur Facebook. Fait que je serais même pas surpris si des fois on a des abonnés qui font juste aller sur notre page Facebook juste pour voir si on a publié du nouveau contenu aussi. Fait que je pense que c'est un peu un mix des deux. Oui, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que vous utilisez un peu la plateforme. Tu sais, il y en a qui vont dépendre un peu de la plateforme pour avoir des résultats dans le sens aussi, parce qu'il y en a beaucoup pour qui ça a été drastique, là, les changements là, de portée organique et tout à travers les années. Puis pour vous, dans votre cas, c'est vraiment vous utilisez les plateformes, tu sais, Facebook, YouTube, puis on garde ce qui est meilleur. Mais à the end of the day, c'est le contenu. C'est ça vraiment qui vous permet là, de fidéliser votre je ne veux pas dire votre clientèle, mais votre communauté, en fait, je pense que c'est un meilleur terme. Justement, parlant de Facebook et de communauté, groupe Facebook et vente de formation. Est-ce que les deux vont ensemble? Oui, c'est sûr que les deux vont ensemble. L'affaire, c'est que tu peux pas tout faire non plus, puis tu peux pas être partout en même temps, sinon tu vas péter une coche puis tu vas peut-être faire un burn-out. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'il faut juste que tu choisisses où est-ce que tu veux mettre ton énergie. Nous, on avait lancé au tout début un groupe Facebook dans lequel on partageait des trucs, on avait créé une petite communauté et tout. Mais honnêtement, c'est que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie pour
pour, mousser ça, pour garder ça actif, pour qu'il y ait de l'engagement, etc. Donc, on a comme délaissé ça avec le temps parce que non seulement ça, mais on a aussi notre groupe privé des membres FOTG qu'on doit garder actif. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est que tu as le groupe des membres, après ça, tu as le groupe gratuit, après ça, tu as ta page Facebook, tu réponds aux gens là-dessus, tu as tes messages sur Instagram, tu as tes commentaires sur YouTube. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, il faut que tu décides là, où est-ce que tu mets ton temps et ton énergie. Fait qu'on a délaissé ce groupe Facebook-là. Par contre, je crois que ça peut être un super, super bon outil de marketing. Surtout, tu sais, si vous n'avez pas nécessairement une page Facebook où vous créez du contenu régulièrement, déjà de juste passer du temps dans le groupe des autres, de commenter sous des publications, de répondre à des questions, etc. Déjà, t'installer comme étant un expert, un professionnel dans ton industrie, les gens vont commencer à te reconnaître ton nom, vont peut-être aller sur ta page Facebook, ton profil perso, ensuite voir ton site web, puis voir ce que tu fais, etc. Fait que moi, honnêtement, autant qu'avoir son propre groupe, c'est cool parce que tu appartiens à la communauté, autant que je pense que c'est super correct aussi de juste faire du group hacking que je vais appeler, puis de juste profiter des groupes qui existent déjà sans avoir la pression que c'est toi, il faut qu'il s'occupe de tout pour garder ça vivant. Fait que nous, on est membre de d'autres groupes, de d'autres gens. Puis quand on voit des questions passer, moi, je vais pas me gêner pour répondre puis leur donner mon opinion, leur donner une réponse, quoi que ce soit. Puis encore une fois, juste pour m'installer comme étant l'expert dans le domaine. En place. Donc, dans le fond, Alex vient nous donner 2 bons trucs là, avec les groupes. Un, c'est d'avoir son propre groupe pour la formation, parce que là, tu peux partager, dans le fond, du contenu exclusif. J'imagine que tu peux avoir un feedback direct aussi de ta communauté, parce que les gens, quand vous postez les gens ne savent peut-être pas, mais quand on poste sur Facebook, sur notre page, comme on l'a dit, on touche un pourcentage, mais avec les groupes, puis surtout quand c'est un groupe privé, c'est une notification que tu reçois. Donc, les gens vont forcément, tu vas avoir plus d'exposure, les gens vont voir qu'il y a du contenu qui a été publié, puis ils peuvent aller voir. Donc, ça, c'est le premier bon truc qu'Alex nous donne. Puis ensuite de ça, l'autre truc, c'est plus relié au marketing, c'est d'aller commenter sur d'autres groupes qui sont reliés un peu par exemple, dans votre cas, vous, c'était la photographie vidéo, la vidéo. Mais tu sais, ça peut être dans n'importe quel. Mettons, si c'est quelqu'un qui est en santé, il va aller rejoindre des groupes, par exemple, de fitness ou etc., ou de perte de poids, puis répondre lorsque les gens ont des questions, leur dire voici la réponse comme ça. Tu t'établis une image d'expert, puis tu vas chercher les followers. Fait que ça, c'est deux très bons trucs que tu nous donnes ici. Merci beaucoup, Alex. C'est bon, ça, c'est des bonnes pépites ça fait d'or. plaisir. Je t'envoie ma facture à quelle adresse? Ça va être compliqué, ça. Puis sinon, avec Instagram, vous, est-ce que ça marche quand même bien? Oui, nous, ça fonctionne bien. Instagram, on publie plus tout ce qui est un peu plus behind the scene. C'est certain que nous, on publie du contenu sur nos réseaux sociaux pas mal toutes les semaines, du contenu qui a été monté. Mais sur Instagram, on se permet de faire des trucs plus rough. Fait que c'est des petits behind the scene de choses qu'on n'a peut-être pas montrées dans nos vidéos, des trucs qu'on filme au cell seulement. Puis sinon, on va continuer à publier sur notre profil. Mais ce qu'on a réalisé qui fonctionne bien, c'est les Reels en ce moment. Fait que c'est comme un 30 secondes. Là. C'est MJ qui gère ça, là, mais c'est un 30 secondes vidéo. Nous, on prend dans le fond un bout de notre vidéo qui a été montée, je veux dire, professionnellement. On exporte ça en format Reel, fait qu'en 9:16. Puis ensuite, on publie ça. Puis on a réalisé qu'il y avait quand même un super bon reach à ce niveau-là, beaucoup plus que si on fait juste publier une photo ou quoi que ce soit sur notre feed. Toutes les fois que Instagram sort des nouveaux features, il faut que tu les utilises parce que Instagram a investi tellement d'argent dans ce feature-là qu'ils veulent justement que ça pogne et que les gens l'utilisent. Donc déjà, si tu embarques dans ce train-là, ton contenu va être poussé plus rapidement. Fait que nous, c'est ce qu'on a testé dernièrement, puis ça fonctionne. Peut-être que dans 6 mois, ça sera plus d'actualité. Ce que je dis, il va y avoir quelque chose de nouveau. On dirait que toutes les plateformes se copient à toutes les fois qu'il y a comme un nouveau feature quelconque. Justement, il y a comme l'autre plateforme le fait aussi, mais on embarque là-dedans, puis on teste, puis on voit ce qui marche. L'important, c'est que les gens voient son contenu. Fait que tu es aussi bien de faire un petit peu ce que la plateforme veut, puis t'ajuster par rapport à ça. All right. J'ai une bonne question. Là. Parlant de plateforme, la Black Beast, TikTok, est-ce que vous êtes là-dessus? Non, on n'est pas là-dessus. J'ai déjà publié, oui, là, comme quelques petites affaires, mais encore une fois, c'est comme je le disais tantôt, il faut que tu choisisses où tu veux mettre ton temps et ton énergie.
Une nouvelle plateforme demande nouveaux styles de contenu, nouvelles affaires. Je dis pas que c'est pas bon d'embarquer justement dans ces nouvelles tendances-là, mais c'est ça, nous, on avait juste plus le temps. C'est comme un moment donné, il faut juste qu'on décide. Là. Puis on a décidé que on allait peut-être passer notre tour pour ça. Là. On est rendu vieux, nous autres, là, Ben. À un moment donné, là, on a moins d'énergie que quand on avait 22 ans. Oui, tu as bien raison. Puis c'est tellement différent aussi, TikTok, hein, l'affaire, c'est que c'est vraiment là, oh mon Dieu, c'est le style de vidéo, la durée des vidéos, le contenu que tu mets de l'avant. C'est vraiment c'est un monde à part complètement. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner définitivement, mais effectivement, là, c'est mieux. C'est un bon truc que tu donnes là aussi, en fait, c'est de se concentrer à la bonne place. Hein. Si tu es partout et que tu ne fais pas de publication, tu es mieux d'en choisir une plateforme puis de publier sur celle-ci plutôt qu'être à plein de places puis pas être nulle part, dans le fond. Ouais. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de choisir là où les plateformes qui t'inspirent. Si toi, tu n'es pas inspiré comme nous par Twitter, par exemple, ben on publie pas sur Twitter, tu sais. Même chose sur LinkedIn. Moi, j'ai jamais utilisé LinkedIn de ma vie, juste parce que ça m'inspire pas. Donc, choisis là où les plateformes qui t'inspirent. Puis là, tu vas être inspiré à créer du contenu. Si tu choisis une plateforme que tu n'es pas motivé déjà en partant, ben il y a des fortes chances que NOS, tu vas l'abandonner dans 2-3 semaines. Fait que tu es aussi bien de focusser, même si c'est juste sur une plateforme, focus là-dessus, commence à bâtir une petite communauté sur cette plateforme-là. Puis ensuite, ben, peut-être avec le temps, tu peux ajouter d'autres plateformes avec le temps aussi. Wow, des très bons conseils. Il y a beaucoup de golden nuggets aujourd'hui. Alex, j'ai une dernière question en conclusion. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses selon toi de l'avenir en général de la business des formations? Est-ce que tu penses que c'est un bon avenir ou est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de défis? Qu'est-ce que tu vois selon toi? Ben, je vois pas comment que ça pourrait diminuer. Je pense que, comme je le mentionnais plus tôt, il va toujours avoir de plus en plus de formations sur le marché. Ça va devenir plus peut-être compétitif. Il y a déjà des industries qui sont saturées. Par exemple, justement, j'appelle ça des coachs, des business coachs, en anglais. En anglais aux États-Unis. Il y en a. Simone, tu choisis qui, tu sais. Fait que ça devient très difficile pour ces gens-là, mais ceux qui réussissent, ils réussissent très bien. Je pense qu'au niveau francophone, surtout francophone canadien, il y a encore beaucoup, beaucoup d'espace là-dedans. Puis même si oui, le marché est plus petit parce qu'on fait ça en français, ben encore une fois, il y a moins de compétition, fait que ça nous donne une plus grosse part du marché. Fait que moi, j'ai toujours dit, je préfère être un gros poisson dans un petit lac que d'être un petit poisson dans un océan. Fait que j'aime mieux prendre plus de place. Puis c'est pourquoi nous, on a commencé notre chaîne YouTube en français au départ. On aurait pu le faire en anglais. On aurait eu beaucoup plus de reach, mais on savait qu'on avait plus de chances de je veux dire percer, là, si on veut, là, en choisissant de le faire en français. Fait que je pense que oui, ça va continuer à grandir. Je pense que oui, il va y avoir plus de compétition, mais je pense que de plus en plus, les gens, les consommateurs de ça se retournent vers les formations en ligne parce que justement, ils peuvent le faire de n'importe où, n'importe quand, selon leur temps, leur horaire. Ça coûte beaucoup moins cher, en tout cas à 98% du temps, que d'opter pour une formation en personne, formation plus traditionnelle. Puis dans ton domaine, c'est technique aussi. Là. En plus, là, c'est le fun de pouvoir faire rewind puis de devoir séparer le contenu et tout. J'imagine que ça doit vraiment aider. Oui, puis je te dirais que au Canada français, on est toujours en arrière sur justement les États-Unis ou même l'Europe, la France et tout. Les formations en ligne en anglais aux États-Unis, ça a commencé il y a genre 10, 12, 15 ans passés. Tandis que là, au Canada français, on dirait que c'est juste dans les 3 dernières années, 4 dernières années qu'on dirait que ça commence à plus prendre d'ampleur. Fait qu'on est encore plusieurs années en retard. Fait que pour les gens qui veulent se lancer là-dedans, qui veulent créer une formation en ligne, je pense qu'il y a encore beaucoup de place puis beaucoup d'opportunités pour ces personnes-là. Alex, merci beaucoup pour ton temps et pour les précieux conseils. C'est vraiment génial. J'espère qu'il fait beau sur l'île de Vancouver. Prends un bon saumon pour moi là-bas. Les saumons sont tellement bons. Ouais, je mange pas de poisson, mais je vais en saluer un pour toi. C'est bon, ça, c'est encore mieux.